Je tiens tout d'abord à remercier Sophie Rowe, André Biller et surtout Olivier Poncer pour l'organisation de cette journée et de m'avoir invité à venir parler des papiers découpés, qui n'est pas tout à fait un relief, mais presque. Et alors, pour me présenter, je dirige la bibliothèque de l'Académie nationale de médecine, je suis conservateur, donc mon métier c'est plutôt de garder des livres. Et c'est pour cela que je vais parler d'images contenues dans des livres ou sur des feuilles, dans le domaine de l'anatomie. Voilà, alors pour revenir rapidement en introduction sur ce que sont les papiers découpés, en fait j'aborde la question du livre animé, qu'on appelle aussi le livre à système ou à transformation, dont la nomenclature et la terminologie sont très loin encore d'être fixées, d'être normalisées, même si, et grâce à la toile, vous avez dû très souvent voir de ces images animées lors d'expositions mises en ligne, conçues par des bibliothèques ou des musées, ou lors de tout simplement de démonstrations visuelles mises en ligne par des artistes. Dans le domaine du livre ancien, les papiers découpés les plus connus et peut-être les plus courants sont les volvels, qui désignent des disques de papier. C'est dommage, ça ne prend pas les gifs. Ça bougeait. Qui désignent les disques de papier attachés à la planche par leur centre, ce que vous voyez à gauche, et dont la rotation a notamment servi à représenter les mouvements des astres. Alors, ainsi qu'on le voit dans cet ouvrage de 1524, La cosmographie de Pierre Appian, qui est le premier livre à système imprimé connu. Elles sont parfois dotées d'une aiguille ou d'une réglette mobile, que vous voyez également, qu'on appelle une alidade. Alors, il faut préciser que c'est une pratique qui est antérieure au livre imprimé, qui remonte au moins au XIIIe siècle, qu'on trouve dans des manuscrits. De manière générale, le vocabulaire de ces papiers découpés est d'une grande richesse et d'une grande diversité. On parle d'inserts, de retombes, de rabats, de tirettes, de pêle-mêle, de leporello, de livres accordéon, de pipe-show, de livres silhouettes, de pop-up. Et bon, voilà, je crois qu'il est inutile d'insister sur la démultiplication de ce type de support depuis quelques années, notamment dans le livre pour la jeunesse. Vous avez dû en voir et vous devez en avoir même, probablement. À droite, un cas particulier de livre à système. C'est ce qu'on appelle une confession coupée. Autrement dit, un petit livre dans lequel sont répertoriés les différents péchés en autant de languettes à demi découpées. Et lorsque vous avez commis l'un de ces péchés, vous faites dépasser la languette et vous avez comme ça un pense-bête que vous pouvez apporter avec vous le jour de la confession. Plus récemment encore, certains artistes ou même des amateurs de loisirs créatifs ou des amateurs tout court se sont appropriés la pratique du kirigami, l'art japonais du papier découpé et plié. Comme ici, à gauche, vous pouvez voir sur la thématique de la cage aux oiseaux, une création d'une artiste américaine qui s'appelle Stephanie Beck. Mais on peut remonter aussi loin dans le temps avec la pratique du canivet, dans le contexte de la piété populaire. Donc c'est une pratique qui consiste à découper du papier avec un petit canif pour y produire un effet de broderie qui va servir à orner des images pieuses. Ici, vous avez un canivet du XVIIIe siècle, que j'ai trouvé qui est en vente dans une galerie, qui représente Sainte Marguerite. Ce n'est pas un apron, c'est bien du papier. Le point commun de toutes ces pratiques, c'est la découpure ou le découpage du papier afin de produire un effet spécifique. Et c'est aussi une étape essentielle de la fabrication du livre. Parce qu'il faut évidemment garder à l'esprit que le livre est lui-même le résultat du pliage et du découpage de feuilles de papier par le truchement d'une opération qu'on appelle l'imposition. Il est donc important de garder à l'esprit cette spécificité du livre, que le livre est un ensemble de papiers découpés et que les pratiques de lecture qui lui sont associées
engage un jeu d'articulation entre la feuille et ses bornes, un jeu qui est évidemment totalement remis en question aujourd'hui par les nouveaux médias de lecture, que ce soit les écrans à usage multiple ou les liseuses conçues spécifiquement à cet effet. Alors aujourd'hui, j'aborderai une pratique relativement marginale de la représentation du corps au XVIe et au XVIIe siècle, celle qui consiste à découper des représentations iconographiques du corps humain, à les coller sur un livre ou sur une feuille imprimée, et parfois à les superposer par tranches. Alors, que sont ces papiers découpés anatomiques? Comment on les définit? À quoi servent-ils? Servent-ils des fins didactiques, puisque c'est un peu ce qui nous réunit ici aujourd'hui? Sont-ils manipulables? Et pour répondre à ces questions, j'interrogerai et je vous montrerai deux ensembles de documents. Tout d'abord, le corpus constitué par les feuilles volantes anatomiques à rabat superposés, puis les collages de découpage de parties anatomiques dans un ouvrage emblématique de l'histoire de la médecine, La fabrique du corps humain d'André Vézal. Alors, le premier ensemble est constitué par les feuilles volantes anatomiques à rabat superposés. Ce sont des documents qui ont été étudiés dès le milieu du XIXe siècle par l'historien de l'iconographie anatomique Ludwig Schuland, dans les années 1920 aussi par Leroy Krömer, et à la fin du XXe siècle par Andrea Carlino, dans son ouvrage Paper Bodies, qui en a repris le recensement et en a renouvelé l'approche historique. En 2 siècles, la problématique historiographique s'est déplacée sensiblement. D'abord plus centrée sur l'iconographie et l'érudition, elle s'est ensuite attachée au public visé par ce type de production, ou encore à la relation de ce type de production iconographique et textuelle avec la culture anatomique de l'époque. Alors, le corpus tel qu'il a été établi par Andrea Carlino est un corpus de 62 feuilles volantes anatomiques à rabat superposés dont la production s'échelonne entre 1538 et 1687, soit sur un siècle et demi à peu près. Les lieux de production de ces feuilles sont l'Allemagne principalement, mais aussi la France, l'Angleterre, l'Italie, les Flandres, la Suède, la Bohême. D'un point de vue, disons, de la typologie du support, on peut les définir comme des occasionnels, c'est-à-dire des imprimés n'ayant pas la forme d'un livre. En anglais, on parle souvent on peut parler de non-livres, qui font l'objet d'une diffusion commerciale, tout au moins on peut le supposer, et à ce moment-là, on les distingue d'un autre type de publication qu'on appelle les éphémères, qui elles ne font pas l'objet d'une diffusion commerciale, mais qui font l'objet d'une diffusion. Alors ces occasionnels font l'objet d'une diffusion commerciale, mais par des réseaux de diffusion non traditionnels. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vendus en librairie, mais par exemple par colportage, vente à la criée ou dans des échoppes, par différents biais. Toute cette littérature d'occasionnel est très large, hein, et on y trouve les textes de controverses religieuses, des feuilles de dévotion, de la littérature populaire, et ce qu'on appelle les canards, c'est-à-dire les nouvelles colportées dans la rue, les faits divers criminels et aussi les merveilles et monstruosités de la nature. Ces occasionnels sont donc des objets qu'on peut qualifier de paralivresques et qui, en raison de leur apparence matérielle et de la manière dont on les traite, sont voués le plus souvent à la dispersion et à la disparition. Donc ils sont très rares et très difficiles à trouver. Pour les décrire de manière générale, il s'agit de feuilles imprimées et illustrées de gravures sur bois. Dans la plupart des cas, les gravures vont par paires, l'une représentant la femme, l'autre l'homme, dans une position assise, comme vous en avez un exemple ici. Autour de ces figures, un texte, en latin ou dans une langue vernaculaire, donne les noms des parties du corps et une brève description des organes et de leur physiologie. Et la caractéristique première de ces images, c'est qu'on peut soulever leur torse, comme vous le voyez pour la femme, mais l'homme aussi, hein. Les organes internes ont été imprimés à part, découpés et collés. Ici, vous avez donc un exemple d'une production à Paris en 1560.
Alors, le corpus de ces images est relativement limité. C'est-à-dire que vous avez un corpus, un petit ensemble de modèles de gravure sur bois qui connaissent de menues variations iconographiques ou typographiques au gré du temps et de leur circulation à travers l'Europe. Je vous en donne un exemple ici, avec une production londonienne. Et si vous regardez les dates, vous verrez que elles s'échelonnent sur un siècle. Il y en a deux qui datent de la moitié du XVIe siècle et une du milieu du XVIIe siècle. Alors, ici, par Internet, il est un peu difficile de savoir si ce sont les mêmes modèles, les mêmes gravures, mais en tout cas, ce sont bien les mêmes modèles iconographiques. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces images ? Globalement, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une représentation en 3 dimensions de l'anatomie humaine qui met littéralement en relief les rapports et les dispositions topographiques relatives des différents organes. Je vous en donne un autre exemple. C'est donc une découverte que j'ai faite dans les collections où j'ai l'honneur de travailler, d'une planche qui représente l'homme seulement, mise en couleur. Et vous voyez ici un détail où j'ai inséré un plioir de manière à bien faire ressortir un peu les reliefs. Une planche imprimée en Allemagne en 1572. Donc, une véritable mise en relief des différents organes. On constate en général, d'ailleurs, un contraste entre une représentation naturaliste du corps extérieur, ainsi que des organes et des éléments de décor qui l'entourent. Ici, vous avez une représentation plutôt naturaliste et une représentation assez grossière et approximative des organes internes, qui est plutôt destinée à donner une représentation des relations spatiales respectives des organes et des caractéristiques physiologiques. Alors, si le corpus iconographique est fortement limité et peu évolutif, les textes d'accompagnement, eux, ont connu plus de variations et de modifications, tout en restant imprégnés d'un état de la connaissance médicale antérieur à la première moitié du XVIe siècle. Un certain nombre de feuilles volantes sont constituées d'un texte en langue vernaculaire, qui consiste en descriptions brèves, dans un langage simple, sans aucune référence à un savoir anatomique universitaire, ni aux autorités grecques ou arabes. C'est ce que vous avez ici, en quelque sorte. Un texte en allemand, en l'occurrence. Ce sont des feuilles manifestement destinées à un public relativement peu éduqué. Quelques spécimens sont en revanche de facture plus complexe. C'est le cas de cette planche de sensiblement la même époque imprimée à Anvers. Le texte peut être en latin, voire en version bilingue, latin-flamand, latin-français, latin-allemand. Il donne les parties du corps auxquelles sont parfois associées une description anatomique, voire physiologique des organes. Ces feuilles peuvent être complétées d'un texte gynécologique, avec des renvois aux autorités, par exemple à Galien, avec des dénominations des parties du corps en latin, en grec, voire en arabe et en hébreu, et même, dans certains cas, certaines références bibliographiques. Donc un texte beaucoup plus complexe. Mais quoi qu'il en soit, ces productions également restent ancrées dans une tradition relativement ancienne, une tradition galénique, qui s'inspire des textes de la première moitié du XVIe siècle. Et tout au long de leur période de production, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XVIIe siècle, ces feuilles ne répercutent pas les évolutions de la médecine, les changements terminologiques ou les développements scientifiques produits par des médecins comme Vézal, Fallope ou William Harvey. Alors pour comprendre dans quel contexte prennent place ces feuilles volantes anatomiques, il est important de resituer l'état de la connaissance anatomique au XVIe siècle, et je m'appuie ici sur les travaux de Raphaël Mandresi en particulier. Avant les évolutions du second XVIe siècle, la dissection a d'abord une vertu didactique. Elle a fait son entrée dans l'enseignement universitaire au XIVe siècle, notamment en Italie avec Mondino de Liuzzi, qui est professeur à Bologne et dont l'objectif est de confirmer ou d'illustrer l'enseignement de Galien. Il exerce un regard savant, mais sa perception découle directement de son savoir livresque. Il sait ce qu'il cherche et le cadavre n'est pour lui qu'un instrument de vérification de son savoir. En 1316, Mondino de Liuzzi compose un manuscrit, l'Anatomia, dans lequel il expose à ses étudiants la pratique de la dissection.
Et ce manuscrit va connaître de nombreuses copies et, à l'avènement de l'imprimerie, est imprimé dès 1475 et servir de référence obligatoire en matière de dissection anatomique pour tout ce qui concerne l'observation du corps et la façon d'en présenter la description. Mondino procède comme un dissecteur. Il coupe, il examine et il jette. À chaque endroit du texte de son ouvrage l'Anatomia, ce qui reste à lire correspond à ce qui reste du cadavre sur la table de dissection. Ce que Raphaël Mandresi parle à cet égard d'ordre de destruction du corps. Et l'ordre du livre est l'ordre de destruction du corps. Et le lecteur qui regarde les feuilles volantes, anatomiques, et en soulève les rabats, ne fait rien d'autre que d'épouser le même impératif didactique et de procéder comme dans une leçon de dissection, en partant de la surface de l'épiderme, puis pour aller dans les profondeurs du corps, en le détruisant et petit à petit. Car la fonction de ces feuilles, c'est d'abord de nommer les parties représentées et de décrire et d'expliquer leur rôle et parfois leurs relations. L'objectif est donc principalement didactique. Il s'agit de rassembler et de synthétiser un ensemble de connaissances anatomiques. L'image fonctionne comme une carte du corps humain avec des relations spatiales respectives. La feuille volante a aussi une fonction d'outil mnémonique. Elle permet de rafraîchir la mémoire de ceux qui auraient déjà pratiqué ou assisté à des dissections. Donc le but premier de ces feuilles volantes, c'est la mémorisation de l'anatomie du corps et l'acquisition de capacités chirurgicales ou de dissection. Dans certains cas, cette fonction est doublée d'un discours de type moral, puisque dans l'anatomie du XVIe siècle, vous avez une omniprésence de la devise socratique « connais-toi toi-même ». Le lecteur est invité à admirer la création du monde, la perfection du corps, à admirer l'œuvre de Dieu. La connaissance de soi n'est donc pas seulement pour les savants, mais pour tous ceux qui veulent s'émerveiller devant le spectacle de la création divine. Et là, je reprends quelque chose qui apparaît dans une de ces feuilles volantes. Il y a un dit ancien et noble, lequel n'est pas venu de l'homme, mais de Dieu. Connais-toi toi-même, par lequel il me semble n'être commandé autre chose que de contempler la merveilleuse composition du corps humain, le nombre, ordre et position des entrailles et l'office d'icelle. Laquelle chose connaître exactement n'appartient seulement aux médecins, mais aussi à tous ceux qui ont vouloir de connaître et soigneusement enquérir les faits et secrets merveilleux de l'ouvrage de Dieu. On peut ajouter que ces productions se développent notablement dans les pays sensibles à la réforme, où le médium de l'imprimé joue un rôle propagandiste, polémique et prosélyte très important. La production de ces feuilles, on l'a vu, suit donc des logiques différentes, mais non exclusives l'une de l'autre. Cela explique par exemple l'emploi du bilinguisme dans certaines de ces feuilles. Et le fait qu'elles aient pu ménager différents niveaux de lecture peut expliquer leur prolifération et leur circulation dans l'Europe pendant des décennies jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Ces images sont aussi destinées à être suspendues et vues, par exemple par des barbiers dans leur échoppe. Elles revêtent de ce fait aussi un caractère publicitaire. Elles montrent les prouesses de mise en page, d'illustration, de découpage qu'est capable de réaliser tel ou tel imprimeur. Alors, après vous avoir montré ce corpus de feuilles volantes anatomiques tout à fait particulier, j'aimerais aborder un autre type de production et de découpage du papier à travers l'ouvrage d'André Vézal, paru en 1543, qui s'appelle le De Humani Corporis Fabrica Libri Septem, c'est-à-dire la fabrique du corps humain en 7 livres, qui présente aussi des papiers découpés et collés, mais qui induisent des usages différents de ceux que l'on vient de voir. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir sur la révolution anatomique, enfin ce que l'on nomme la révolution anatomique de la Fabrica, qu'il convient d'interpréter plutôt comme l'aboutissement d'un long processus d'évolution que comme une véritable rupture. Au cours du XVIe siècle, l'anatomie et l'usage de la dissection comme méthode de recherche se développent en s'appuyant sur un climat intellectuel et culturel qui assigne au corps humain une place centrale.
et qui fait des sens de la vision et du toucher, on en a parlé tout à l'heure, les sens les plus importants de la connaissance scientifique. Vézal et son ouvrage, en ce sens, sont donc l'aboutissement d'un long processus, d'un contexte historique au sein duquel la dissection est de plus en plus praticable et possible, et d'un processus au cours duquel l'ordre de priorité entre lecture et dissection est inversé. En effet, Vézal est l'un des premiers à questionner systématiquement les assertions de Galien et à chercher à en corriger les erreurs par le moyen de la dissection et par une lecture scrupuleuse du corpus des œuvres de Galien. Alors, le marqueur iconographique le plus célèbre de ce changement d'angle réside dans l'inversion des rôles visible dans les frontispices respectifs du fasciculus de Jean de Quétame, que vous avez à gauche, qui représente la leçon d'anatomie de Mondino Deliuzzi, et de la Fabrica de Vézal. Alors, nous sommes confrontés à deux représentations opposées de la dissection. Dans la leçon de Mondino, le lector récite du haut de sa chair, le démonstrateur traduit éventuellement en langue vernaculaire le texte latin dit par le lecteur et montre avec son bâton, alors le bâton est aussi en rouge, alors on ne le voit pas très bien, les parties du corps, et le sector ouvre et découpe le cadavre. Vous avez vraiment une hiérarchisation du geste et de la pratique de la dissection. Au contraire, Vézal se fait représenter lui-même en train de disséquer, c'est le petit barbu là qui montre les mains, les aides étant reléguées sous la table. Vous voyez ? Et Vézal dénonce, et je cite ici la traduction de Jacqueline Vons, la détestable habitude de confier aux uns la dissection du corps humain, aux autres la description des parties du corps. Ces derniers, du haut de leur chair, avec une rare suffisance, croassent comme des corneilles et parlent de choses dont ils ne se sont jamais approchés, mais qu'ils récitent par cœur d'après les livres écrits par d'autres ou en lisant des descriptions qu'ils ont sous les yeux. Les autres sont si ignorants des langues qu'ils ne peuvent ni expliquer aux spectateurs les parties qu'ils ont disséquées, ni couper proprement ce qui doit être montré selon les indications du médecin physicien qui, puisqu'il n'a jamais mis la main à une dissection, mène sa barque avec superbe à partir d'un commentaire. Vous voyez que Vézal est assez cruel. Donc, au début, conçu comme un instrument d'apprentissage des autorités, la dissection devient un véritable instrument de recherche, tout en conservant sa composante didactique. La fonction visuelle y acquiert une importance déterminante dans la mesure où elle permet d'appréhender la forme, la consistance, la couleur, la position des zones du corps. Elle permet donc la vérification empirique et l'administration de la preuve scientifique. Nous avons également vu que jusqu'au milieu du XVIe siècle, les textes suivaient l'ordre de la dissection parce que cet ordre est considéré comme qui est aussi l'ordre d'enseignement, l'ordre de l'enseignement anatomique. Dans les années 1540, au milieu du XVIe siècle, chez des anatomistes comme Charles Estienne ou chez Vézal, le principe inverse est énoncé. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du corps et de le dépecer progressivement, on part des os, c'est-à-dire de la profondeur, et on va vers l'épiderme, vers la surface. Ce n'est plus un ordre de dissection, mais un ordre de composition. À partir donc de la moitié du XVIe siècle, le récit anatomique se transforme et l'ordre de composition est désormais privilégié parce qu'il est considéré comme l'ordre de la nature, l'ordre naturel. Les os, ils sont assimilés à la charpente de l'homme et cette métaphore de la construction, de la fabrique, traverse toute la pensée anatomique de l'époque. Contrairement à celui des feuilles volantes, le public visé par Vézal est un public lettré, éduqué, voire même très spécialisé. Alors, la fabrique de Vézal est également célèbre pour contenir beaucoup d'illustrations, plus de 300, probablement réalisées par des artistes proches de l'école du Titien, illustrations dont on sait qu'elles ont été très soigneusement encadrées par Vézal. Les exemplaires de la Fabrica possèdent 2 planches de grand format, dont les bois gravés se retrouvent dans les planches créées pour un autre ouvrage de Vézal paru la même année, l'Épitomée. L'une de ces planches,
celle que vous avez à gauche, possède ce que j'appelle un double fantôme, un feuillet comportant sur son recto 8 petites figures anatomiques destinées à être découpées, puis collées et superposées sur la grande planche, qui est la dernière planche qui clôt le livre 3 de l'ouvrage de Vézal, livre 3 consacré aux systèmes artériels et veineux. Or, dans l'exemplaire conservé à la bibliothèque de l'Académie de médecine, où j'officie, les figures ont été découpées et collées conformément aux instructions de Vézal. Ce que vous avez ici, on ne voit pas très bien, mais là on voit un peu mieux avec cette vessie et ce bout de verge, et les testicules aussi. J'espère qu'on voit bien avec la photo qu'elles sont en relief. Les papiers, ces papiers de la Fabrica, je reviens sur la planche à découper, sont donc à découper et à assembler par le lecteur lui-même, ce qui sert à l'évidence des fins didactiques. Les figures sont accompagnées en légende d'un mode d'emploi pratique et détaillé de montage. Alors que les feuilles volantes anatomiques qu'on a vues tout à l'heure étaient selon toute probabilité montées au préalable, le lecteur de la Fabrica a, lui, le choix de compléter ou d'ignorer les instructions de Vézal. Et dans la pratique, en réalité, la plupart des exemplaires de la fabrique de Vézal ne sont pas montés. C'est-à-dire que cette planche que vous avez à droite reste insérée dans l'ouvrage et qu'elle n'a pas été découpée. Alors comment peut-on expliquer cette frilosité? Pourquoi les acheteurs du livre n'ont pas fait les découpages? Soit ils sont très paresseux, mais ça peut certainement aussi s'expliquer par le luxe de l'ouvrage, qui devait rendre un peu frileux les clients, les acheteurs. Alors comment expliquer ces découpages et leur rôle? Pour y parvenir, je vais essayer de convoquer divers aspects de la Fabrica, en revenant à l'autre ouvrage, paru la même année, l'Épitomée. Je vous ai dit que les petites figures qu'on voit ici, à découper, sont aussi présentes dans un autre ouvrage de Vézal, paru la même année, l'Épitomée. L'Épitomée, c'est en réalité un résumé de la Fabrica. Si vous voulez, la Fabrica fait à peu près 700 pages, un peu plus de 700 pages, c'est un livre énorme. Et l'Épitomée, lui, c'est un grand in-folio de 14 pages, avec 2 planches à découper, qui fonctionnent comme support de l'apprentissage et de la mémorisation anatomique et procure au lecteur des repères visuels. L'Épitomée propose 2 planches à découper, une pour l'anatomie féminine, une pour l'anatomie masculine, comme vous pouvez le voir. On voit la verge ici dans la planche de droite et on voit l'utérus en haut sur la planche de gauche. Alors que vous avez une anatomie féminine et une anatomie masculine dans l'Épitomée, dans la Fabrica, en revanche, Vézal n'a pas cru bon de représenter intégralement les 2 anatomies. Il a fait figurer l'anatomie masculine dans son intégralité, à gauche. Là, c'est un exemplaire où les papiers n'ont pas été découpés. Et à droite, seulement l'utérus, de manière isolée, au verso de la planche, sur lequel a été superposée la vessie. Alors, Jacqueline Vons, qui est une grande spécialiste de Vézal, a rappelé la forme didactique de l'Épitomée. Dans la lettre lecteur liminaire qui figure au bas du frontispice, Vézal, probablement, en explicite le mode de lecture. Il écrit « Tu pourras donc », il écrit au lecteur, « Tu pourras donc, à ta guise, en suivant notre disposition, autant qu'il te plaira, commencer ou par la description des parties, ou par leur dessin et l'explication des caractères. » Donc vous avez une véritable liberté de lecture. Dans les 2 textes liminaires de la Fabrica, qui sont l'épître dédicatoire à Charles Quint et une lettre de Vézal à Oporinius, son imprimeur, il n'est nulle part fait mention d'une telle liberté de lecture. Et Hélène Caz, qui a aussi beaucoup travaillé sur Vézal,
explique que la Fabrica est une expérience directe et construite au fil des pages. Au contraire de l'Épitomée, la Fabrica est traversée par la continuité de son récit et qui s'inscrit dans la matérialité même du livre. Alors cette matérialité est permise par une série d'artifices qui convoquent tour à tour le dessin, la typographie, la reliure et le découpage. Dans le livre 2, qui traite de la myologie des muscles, 14 planches représentant la résection musculaire comportent en arrière-plan diverses constructions implantées dans la nature. Les historiens et les historiens d'art ont démontré que ce paysage formait une suite continue, qu'on pouvait donc reconstituer ce paysage en l'assemblant comme une frise. Ici, vous avez un montage fait avec 3 planches pour vous montrer la continuité du paysage. Par sa présence, par son aspect récurrent, le paysage padouan scorne donc la lecture du livre de myologie de la Fabrica. Ce sens de lecture est encore accentué par le fait qu'à mesure que le scalpel retire les muscles et défait le corps, la végétation se raréfie et les constructions, les fabriques, disparaissent. Une telle continuité est aussi à l'œuvre dans les artifices typographiques de pagination, de signature et de réclame. Les planches, par exemple, y compris les 2 planches supplémentaires de format Grand In-Folio, sont paginées. Vézal n'a jamais conçu ces illustrations qu'en relation indissociable avec le texte. Les planches illustrées s'inscrivent naturellement dans la continuité du corps de l'ouvrage et ne constituent pas des espaces à part. D'ailleurs, les légendes des figures ne sont pas mélangées à l'image. Par ailleurs, 2 planches de la Fabrica comportent la signature et la réclame, vous l'avez ici, le QCHA, qui sont des béquilles pour le relieur, normalement. Les comportent la signature et la réclame à l'intérieur même de l'illustration. On est donc face à une particularité, parce qu'on n'est pas face à une simple béquille pour le relieur, mais aussi à des séquences de lettres qui ne sont pas lisibles à proprement parler, hein, Q, CHA. Elles ne constituent donc pas des mots intégrés au dessin, mais plutôt des signes délibérément intégrés à l'image qui renvoient l'illustration à son environnement, à savoir la page suivante. La matérialité s'incarne aussi dans le sens de présentation et de lecture du livre, notamment dans la verticalité des 2 planches Grand In-Folio. L'encartage des planches Grand In-Folio de l'édition de 1543 est censé se faire par le bord long, en accord d'une part avec le numéro de page, qui est présent en haut à droite, d'autre part avec les contraintes de montage des papiers découpés. En réalité, dans les exemplaires des bibliothèques municipales françaises, on peut relever 7 modes de pliage et d'insertion différents. C'est seulement avec la présentation verticale, telle que je vous la montre ici, et les 2 pliures, que les intentions de Vézal peuvent être respectées. L'ordre et le sens de lecture sont ainsi maintenus sans qu'il soit nécessaire de faire pivoter le livre. Enfin, le dernier artifice est lié au découpage. Et donc ici, vous avez l'exemplaire que j'ai la chance de conserver, avec les découpages. La planche avec les petites figures anatomiques n'existe plus dans mon exemplaire. La première des figures à découper, la veine azygos, doit être montée d'une manière précise, explicitée par Vézal. Il écrit « La figure qui propose la distribution de la veine sans paire, la veine azygos, doit être jointe au dos de la grande figure, à l'endroit où cette veine est produite par la queue de la veine cave, là où un O a été inscrit sur l'une et l'autre figure. » Alors ça paraît un peu compliqué, mais en fait c'est une instruction de montage assez claire, mais qui paraît un peu difficile à réaliser. On peut imaginer qu'on pouvait transpercer la feuille au moyen d'une épingle pour avoir un point de repère précis. En réalité, il fait un lien entre la figure sur le recto, je ne sais pas si vous avez bien compris, parce que ce n'est pas évident à comprendre, entre la figure recto et l'endroit où placer la veine au verso. Car à quoi bon coller, ou en coller, aussi précisément cette image de réseau veineux sur un fond blanc?
on a l'impression que l'image flotte dans la page sans amarre. Ici, vous avez mon... Voilà, on voit bien le relief du papier découpé avec mon doigt. Là. La légende de la lettre O sur la planche donne une partie de la solution. Elle explique que la veine est visible au dos de la figure. Plus exactement, l'adjectif latin conspicuus désigne plus que le visible, mais ce qui s'offre à la vue, voire ce qui attire le regard. Alors, selon moi, pour comprendre un tel montage, il faut revenir à l'atmosphère du cabinet de travail éclairé à la bougie. Et imaginez qu'à la lueur de la chandelle, à la lueur dansante de la chandelle, la feuille joue de sa transparence et le réseau de la veine azygos se manifeste en filigrane au travers du corps. Ainsi que vous pouvez le voir, là je ne l'ai pas fait avec une bougie, rassurez-vous, mais avec une lampe de poche tout simplement. Et je ne sais pas si vous voyez apparaître le réseau de la veine azygos en transparence, qui fait comme des côtes. Par ce moyen, Vézal nous offre une solution de continuité, continuité du livre, continuité de l'illustration, continuité du récit anatomique. Alors, comment de tels jeux d'optique et d'illusion peuvent-ils s'articuler à la théorie optique de Vézal? C'est aussi une question qu'il est légitime de se poser, mais paradoxalement, Vézal avait une connaissance très imparfaite de la physiologie de l'œil. Et cette physiologie est tout simplement absente de la Fabrica. Lorsqu'il aborde l'œil dans son livre 7, il en décrit très minutieusement l'anatomie, mais fait aveu d'impuissance quant à sa physiologie. Il explique qu'il ne peut répondre de manière satisfaisante aux propres questions qu'il se pose sur le fonctionnement de l'œil et de la vision. Il se refuse, fidèle à ses principes, à reproduire les théories en usage depuis Galien et annonce qu'il y consacrera un travail à part, travail qui n'a jamais paru. Ainsi, le soin constant apporté à la chose imprimée, qui traverse tous les écrits liminaires de la Fabrica, qui se manifeste également dans le détail des instructions de découpage, de pliage et de montage, révèle chez Vézal le souci d'ancrer la Fabrica dans une enveloppe matérielle, dans une corporéité qui fait écho à celle de l'homme. Si l'homme de Vézal est, pour reprendre ces mots, un microcosme, la Fabrica en est un à sa propre mesure, avec son ordre de composition, mais aussi son ordre de lecture. Alors, pour conclure, je ne sais pas si je suis dans les temps, j'aimerais revenir sur la mise en regard avec des papiers découpés de Vézal, avec le corpus des feuilles volantes anatomiques. On a bien vu des usages très très différents, et aussi même une pratique de découpage et du montage très, très, très différente. Mais il me semble que même si les publics visés sont manifestement différents, on ne peut dissocier les deux univers. Car les cultures visuelles et anatomiques, savantes ou populaires, ne sont pas étanches. Elles s'imprègnent l'une de l'autre, elles s'entrecroisent et elles s'influencent. Et pour conclure, j'aimerais finir sur cette image d'un exemplaire de la Fabrica de Vézal, conservé à la bibliothèque municipale d'Angers, qui est interfolié d'un feuillet qui, lui, est tiré d'un livre de Berengario da Carpi de 1520 et qui montre qu'on pouvait encore insérer une représentation schématique, voire grossière, dans un ouvrage à l'illustration extrêmement sophistiquée. Voilà, je vous remercie. Les personnes qui avaient ces ouvrages, elles découpaient avec quel outil les veines? Parce que c'est des coupages qui sont hyper précis. On n'en a aucune idée. Je pense... Enfin, moi, je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est fait justement avec des canifs, mais ce qu'on appelle des canifs comme pour l'art du canivet. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble déjà à des scalpels. Et là-dessus, je pense que Christophe aura peut-être des indications plus précises. Mais en fait, je pense que ce sont des petits scalpels, tout simplement. Enfin, une lame biseautée, emmanchée.
qui permet des découpages très précis, parce que le canivet, c'est la même chose. Finalement, on a des représentations de quasiment une broderie. Là, ce que je vous ai montré en guise d'introduction, c'est extrêmement précis aussi. Là, c'est vrai que c'est troublant, la précision du découpage, parce que ils sont tout petits, hein, les découpages. Hein. Vraiment, ils sont comme ça. Hein. C'est quelle échelle à peu près? C'est une phalange? Je vais vous montrer la planche montée, voilà. Bah, vous avez le doigt d'une de mes collaboratrices. Je ne veux pas dire de bêtises, mais 40 cm la planche là, en hauteur, peut-être. C'est moins. Ah oui, c'est dingue. Oui. Et sinon, juste pour information, parce que j'ai oublié le nom des pense-bêtes pour les péchés. Une confession coupée. Comment? Une confession coupée. D'accord, ok. Merci beaucoup. J'avais deux questions. Une sur les feuilles volantes. Quel est leur format? C'était comme des posters ou c'était... Alors oui, là c'est quasiment un poster. Là, celui que j'ai retrouvé, je l'ai découvert, donc il n'est pas inventorié encore. Hein. Je l'ai découvert dans mes collections il y a même pas un mois. Il est... Là, sous une forme très verticale. Donc ça fait vraiment poster. Quoi. Et l'autre question, c'est sur... Mais c'est variable, hein, je crois. C'est très variable. Et l'autre question, c'est sur l'exemplaire de la Fabrica, la veine, là, elle est collée sur votre exemplaire? Oui, sur mon exemplaire. Elle est déjà en place? Elle est en place. Et c'est pour ça que j'ai eu... Donc c'est plus qu'une hypothèse. Ce que vous proposez, c'est certain. Il n'y a pas d'autre moyen de la voir que de l'éclairer. Oui. C'est une hypothèse de lecture. Le problème étant qu'il y a très très peu d'exemplaires découpés. Et ce que vous avez, c'est parfois, il y a une seconde édition, c'est un peu compliqué, mais il y a une seconde édition, parfois c'est découpé, mais cette veine-là a été mise sur le recto de la figure, mais sur le reste des organes déjà découpés. Alors c'est pas sa place anatomique. Donc il faut bien la placer derrière. Mais visiblement, les instructions... Vézal est un maniaque de la description du pliage et du montage, et que ce soit dans l'épitomée ou dans la Fabrica, en fait, il donne plein d'instructions et même des astuces de collage. Ils disent, vous pouvez renforcer avec un petit coin de parchemin. Enfin, c'est un homme pratique, c'est un chirurgien de formation. Donc, ça reste une hypothèse dans la mesure où je suis un peu le seul à l'énoncer. Mais je pense que mon hypothèse tient la route. J'espère. Est-ce qu'il précise le sens dans lequel il faut le coller, c'est-à-dire coller le côté gravé contre la feuille ou le côté gravé vers le regard? Je ne crois pas qu'ils précisent ça. Ils disent coller au dos de la grande figure. Je ne crois pas qu'ils précisent. Et alors, je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises, hein, que, en tout cas, oui, j'en suis presque sûr, parce que c'est la question que vous allez poser ensuite, c'est imprimé seulement d'un côté. Hein. Les images à découper sont imprimées que d'un côté. Bon, là, ça semble logique, parce qu'on ne voit pas l'intérêt d'avoir l'image gravée, le noir, de l'autre côté, parce qu'on ne le verrait pas en transparence plus. Alors qu'on voit la forme du découpage. Ça ne changerait rien. Moi, j'avais juste une question par rapport aux premières images que vous avez montrées, je ne sais pas si ça marche, voilà, les toutes premières feuilles comme ça, qui pouvaient être en langue vulgaire ou qui pouvaient être affichées dans des cafés ou ce genre de choses chez des barbiers. C'est pour savoir le prix que ça avait en général. Est-ce que c'était vraiment accessible à tout le monde ou est-ce que de par la manufacture et le type d'impression, c'était quand même réservé seulement à une certaine classe de métier? Bon, à ma connaissance, on n'a pas d'indication sur les prix de ces feuilles. C'est des documents qui ont souvent été oubliés. D'ailleurs, vous avez vu, j'en ai retrouvé une dans mes collections. Maintenant, ça a une grande valeur, y compris marchande, mais ce sont des documents qui ont souvent disparu parce que d'abord, c'est une seule feuille, c'est très fragile.
Et donc, non, il faut plutôt se représenter que c'était des documents assez bon marché. Parce que ça veut dire que le thème de l'anatomie était quelque chose qui touchait un public vraiment très large. Oui. Alors quand je parle de barbier, pardon de vous interrompre, quand je parle de barbier chirurgien, hein, la barberie, les activités de barberie étaient liées aux activités de petite chirurgie. C'était des professions rassemblées. Hein, couper les cheveux et réparer les plaies, c'était le même métier pendant très très longtemps. En France, par exemple, la dissociation réelle des barbiers perruquiers et des chirurgiens, c'est le premier tiers du XVIIIe siècle. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui arrive très tardivement. Oui, moi, je voulais vous poser une question à propos de justement ces planches de Vézal dont on a découpé les motifs. J'ai vu qu'il y avait du texte aussi à côté. Alors que devient le texte? Est-ce qu'il y a des exemplaires de Vézal où il reste du texte dans une feuille amputée de ces images? Qu'est-ce qui se passe? Alors, avec une consoeur, nous avons réalisé un recensement très précis des exemplaires conservés dans les bibliothèques publiques françaises. 23 exemplaires. Sur tous ceux qu'on a pu analyser, mon exemplaire est le seul avec les découpages. Et par mes lectures, j'ai connaissance de 3 autres exemplaires, dont un détruit pendant la guerre de 14-18, avec les découpages. Mais tant qu'on ne les a pas vus, ça peut être, vous savez, des répétitions de on-dit, de choses comme ça. Il y en aurait peut-être un au British Museum, un dans une collection privée à New York. Mais parfois, on n'en a pas connaissance parce que ce n'est pas précisé. Donc, la plupart des exemplaires sont complets, c'est-à-dire non coupés. Vous avez la grande feuille, pliée d'une certaine manière, et insérée pas forcément comme je l'ai indiqué. Et puis la page d'après, c'est cette page-là. Donc pour répondre à votre question, il faudrait avoir à sa disposition plusieurs exemplaires découpés. Et pour l'instant, moi, je n'en ai vu qu'un seul. Et la feuille a complètement disparu, donc les instructions aussi. Il ne reste que les petits papiers collés. Mais ça n'aurait pas tellement de sens de les garder parce que ce ne sont pas des descriptions anatomiques. Vous voyez, les légendes, elles sont sur la grande planche. Ce sont des instructions de montage. Dans les collections belges, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'exemplaires, Oui. parce que Vézal est une grande figure. Il Oui. a même illustré le billet de banque de 5000 francs belges pendant longtemps. Bien C'est sûr. une grande figure nationale belge. Et je pense qu'il y a énormément d'exemplaires dans les bibliothèques belges. Il y en a beaucoup en Italie, beaucoup en Suisse, et des magnifiques, puisque c'est un livre imprimé en Suisse, en Allemagne et en Belgique. Et il y a eu un recensement important fait par, j'ai oublié le prénom, Madame Cox Indestegre. Mais ce n'est pas évident d'avoir accès aux informations sur ces exemplaires. Il faut souvent aller sur place, vous savez, tout ça c'est un travail très lent. Et jusqu'à présent, avec ma consoeur, on a justement limité le corpus aux bibliothèques publiques françaises et déjà travaillé sur ce corpus de 23 exemplaires dont notre article va sortir en ligne ce mois-ci. Ça a été le travail d'une année parce que le temps de prendre des contacts avec des gens, de leur poser des questions précises sur leur exemplaire, tout ça, ça prend du temps. Surtout, ce sont des questions auxquelles on n'est pas forcément préparé parce que lorsqu'on dit mais comment est insérée votre planche, comment elle est collée, en général vous avez à votre disposition un exemplaire et vous dites que c'est la manière de faire. Et donc oui, il y a j'espère qu'il y a d'autres exemplaires avec des découpages. Et puis, mais encore une fois, il existe des découpages sur des versions ultérieures, mais qui à mon avis ne font pas sens.